disent, maintenant, arrivé au stade, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que ceux qui sont au banc de touche, ils portent des masques. Ceux qui sont au stade ne portent pas les masques. Où est la logique? Alors qu'eux tous, ils font partie d'un même club. C'est pour pas qu'ils s'étouffent, Rémi. Bon, première des choses, qu'est-ce qui va se passer pendant, par exemple, un coup franc? Il faut placer le mur. On va dire qu'au niveau du mur, il y aura des trous. Il y aura des trous. Un joueur comme le nôtre, on va dire non, 1 mètre d'écart, 1 mètre et demi d'écart. Au niveau du corner, personne ne va se... Donc, les joueurs ne vont plus faire le marquage. Et justement, imaginez, par exemple, que dans la surface de réparation, vous ne pouvez pas dire à un défenseur de ne pas coller son adversaire. Autrement dit, on invente un autre football. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est du théâtre. Parce que après tout cela, on vous comprendre, derrière, vous n'allez pas, par exemple, vous toucher avec... J'ai même vu qu'il fallait éviter d'envoyer les messages. Comme si un message pouvait transmettre le coronavirus. Et on vous dit que au niveau de la vie privée, les joueurs ne doivent pas sortir. Mais leur épouse peut sortir pour aller faire des courses. Quand elle fait des courses dans un super magasin, on fait sortir tout le monde pour qu'elle n'ait pas de contact. Elle aura des contacts avec des gens là-bas, revient à la maison, a des contacts avec son mari. Alors, moi, à une certaine période, il faut qu'on arrête tout ce qu'on est en train de raconter là, parce qu'on ne peut pas me dire, on va mettre les plexiglas, on va mettre ceci et cela, entre des joueurs, entre les reporters. Mais au stade, il n'y a pas de plexiglas. Je préfère donc que, désormais, au lieu que les joueurs portent des maillots, que chaque joueur, attendez, voici ma proposition, que chaque joueur porte un plexiglas au niveau de son visage, jusqu'aux pieds, et comme ça, tout le monde est protégé. Il faut adopter les plexiglas. C'est nettement mieux, ce football-là. Ou bien, vous faites jouer comme les astronautes, et c'est mieux. Et quand on me dit encore aujourd'hui... Oui. Rémi, justement, on avait mis sur la page Facebook de Radio Foot International ces joueurs en bubble foot là, qui sont entourés. Alors, c'est du plexiglas, mais en plus, c'est des bulles. Comme ça, quand ils sont dedans, ça fait presque comme des autotamponneuses. Messieurs, je voudrais vous faire réagir. Est-ce que pour vous... de bubble foot, si vous avez fait une partie de bubble foot, au bout de 10 minutes, vous êtes rincé, hein, parce que sous ces bulles, il fait très chaud. C'est pour ça que je plaisantais en disant qu'ils allaient s'étouffer. Mais effectivement, on imagine mal des sportifs de haut niveau faisant des efforts énormes pour la respiration et ne pas avoir de masque. Je voudrais vous demander votre avis à vous aussi, tous les trois. Xavier Barré, j'ai vu évidemment que vous n'étiez pas du tout d'accord avec Rémi. Hein, on revient au monde d'avant. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne trouvez pas que ça soit un spectacle? Surtout, les arguments de Rémi Ngono sont amusants, font sourire nos auditeurs et nos internautes, et tant mieux. Mais ils ne sont pas sérieux. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, et je répète rapidement ce que je viens de dire, c'est que les joueurs soient sains, qu'ils soient donc protégés. Pareil, c'est pas par hasard que tous les clubs de Bundesliga ont réservé des hôtels et ont mis leurs joueurs au vert depuis plusieurs jours, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact extérieur, justement, pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Donc, en fait, l'objectif, c'est que le stade soit un petit peu comme un bloc opératoire. Excusez-moi la comparaison, c'est un peu maladroit, mais bon, sans virus, et qu'on puisse jouer au football. Pourquoi porter le masque au banc de touche? Pourquoi porter le masque alors qu'on est supposé être sain? Est-ce que tu peux par exemple, l'entraîneur portugais du John Book Motors, il l'avait au début du match, là, le week-end dernier en Corée, puis il l'a enlevé à la fin. Bon, il n'y a pas eu... Je pense qu'on va avoir des scènes assez rigolotes. Hugo, comment vous voyez ce… Alors, évidemment, on sait que ce n'est pas le football, le jeu qui est en cause là, c'est l'industrie du football, comme écrit notre ami David Lortolari sur le site Eurosport. C'est l'industrie qui rentre en piste en ce moment. Oui, c'est l'industrie, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut bien faire ses calculs. Est-ce que à vouloir sauver ce qui est encore sauvable, on ne risque pas de perdre à long terme? On veut préserver ce qu'on peut préserver à court terme, mais à long terme, est-ce qu'on ne risque pas d'y être perdant, y compris sur le plan du business, sur le plan de l'économie? Puisque je suis d'accord avec Xavier, l'important dans le football, c'est que les footballeurs puissent y jouer au football, mais dans le cadre du football business, ils ne sont pas les seuls acteurs, et les supporters, je reviens sur la question du huis clos, sont très importants, et je trouve qu'ils ont été un petit peu écartés. On est parti du principe que jouer à huis clos,
ma foi, c'était pas si grave. Non, je pense que c'est très grave Mais de Hugo, jouer à huis clos. tout le monde vous voyez bien, tout le monde autour de nous sur les réseaux sociaux a envie de voir du foot. On ne peut pas aller au A-t-on envie de voir stade. ce foot-là? C'est un A-t-on envie de constat. voir On ce est quand foot-là? même mieux devant sa télé à voir des matchs que de rien voir du tout, que de regarder la On peut énième faire autre diffusion chose, de la 7e compagnie ou Xavier. de Rabbi Jacob. Oui, mais ça, c'est votre avis déjà. Et puis, ce sera peut-être vrai pour. C'est partagé par beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Regardez, la Corée a fait un carton d'audience la semaine dernière. Oui, Ils ont mais c'était communiqué, peut-être la j'ai pris le chiffre en curiosité tête. aussi. Ils ont fait un carton d'audience. Regarde, Xavier il nous amène en Corée. Xavier Barré nous amène en Corée. Il nous amène en Corée. Mais quel exemple? C'est-à-dire que des pays démocratiques comme la France qui vont maintenant nous prendre la Corée. Pourquoi tu ne nous prends même pas comme président? La Corée, c'est démocratique aussi. La Corée du Sud, c'est démocratique. Je voudrais revenir à David Bertolari. Rémi, on va revenir, David, pour terminer quand même sur ce sujet Bundesliga. Je voudrais qu'on parle de football. C'est-à-dire que on va avoir un championnat où le Bayern a repris la tête il y a pas très longtemps. Le Dortmund est sur ses talons et était dans une bonne dynamique, alors que Leipzig et Mönchengladbach, qui avaient pas mal mené la danse en début de saison, se sont un peu écroulés. Où en est-on? Parce que finalement, bon, que ce soit du foot ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, on va aussi avoir un contexte complètement différent, et notamment les petits, souvent poussés par leur public, qui vont se retrouver face aux ogres bavarois et autres. Le principal problème sur le plan sportif qui a été identifié et qu'on essaie d'anticiper le mieux possible en Allemagne avec des craintes, c'est éventuellement, si on arrive jusque-là, les 2-3 dernières journées de championnat, les équipes qui seront en position de se qualifier pour la Ligue des Champions et celles qui seront menacées par la relégation, on craint des tensions, notamment populaires. Ça, c'est un problème, on y reviendra en temps et en heure. Mais je le disais en préambule, il n'y aura pas une équité sportive parfaite. Les équipes ont repris en gros l'entraînement collectif depuis 1 à 2 semaines. Une grosse semaine à 2 semaines. Il y a des équipes qui peuvent avoir des joueurs qui sont mis en quarantaine. Ça peut arriver. Ça vient d'arriver avec Brest il y a exactement 1 semaine en deuxième division. L'équité sportive, on sait qu'elle est bafouée d'ores et déjà. On l'assume. À partir de là, il va y avoir des gagnants. Au Bayern Munich, Lewandowski est gagnant parce qu'il était blessé avant l'interruption. Il revient, il va pouvoir jouer. À Dortmund, à l'inverse, Axel Witsel et Emre Can, les 2 milieux de terrain essentiels, sont forfaits ou quasiment forfaits pour ce week-end. Donc, il va y avoir des choses comme ça qui sont acceptées, bon an, mal an. Ce qu'on craint aussi en Allemagne quand même, c'est qu'avec un entraînement collectif qui n'a repris que depuis 10, 12, 14 jours, ce soit peut-être un peu difficile sur le plan physique pour les joueurs, encore que ils se sont entretenus individuellement depuis le début de la pandémie. Ils se sont entretenus ensuite par petits groupes de 2, de 4, une demi-équipe progressivement. Et donc, ce ne sont pas les principales craintes. Et on espère pouvoir avoir du football qui ressemble à du football, n'en déplaise à notre ami Rémi. Rémi, justement, est-ce que c'est un boulevard pour le Bayern Munich, ce genre de contexte? On peut dire que c'est presque un petit boulevard dans la mesure où vous savez que déjà le Borussia commence très très mal avec un adversaire qui est quand même un adversaire qui lui crée souvent des problèmes. Et d'ailleurs, l'année dernière, ils n'ont pas perdu. C'est l'Union de Berlin. La Bundesliga à partir d'un certain nombre de choses et tout. Et puis, on a vu comment est-ce qu'il s'était aussi écoulé contre le Schalke 04. Donc, actuellement, on se dit peut-être que lorsqu'on essaie de voir cette équipe de Dortmund actuellement, qui manque quand même des pièces essentielles, bon, certes, on va peut-être dire que Sancho, il était très chaud à une certaine période, mais actuellement, ce n'est plus exactement ça. Mais je crois quand même qu'au regard de ce qui est en train de se passer, et vu que le Bayern de son côté a toutes ses forces, je crois que c'est très très mal parti pour la concurrence. Pratiquement, c'est le 28e titre qui est en train de se décider. Hugo, vous êtes d'accord? Oui, moi je dirais presque que c'est un petit peu anecdotique quand même. On vient de parler pendant 20 minutes pour dire qu'on reprend surtout pour préserver le business et donc l'avenir de la Bundesliga. Ça se discute. Mais il y a des places européennes en jeu, évidemment. Il y a des places européennes en jeu, mais je pense que personne du côté du Bayern Munich, même si on aime bien faire montre d'une certaine arrogance dans ce club, ne brandira avec fierté ce titre de champion si toutefois il venait à être soulevé. Je pense pas que. Ils ont changé d'entraîneur quand même.
Ils ont changé d'entraîneur, le Bayern. S'ils sont champions, même. Parce que les conditions de cette fin de saison sont les mêmes pour tous les clubs. Il y a eu la coupure pour tout le monde. Alors, Oui, mais effectivement, il y a des joueurs c'est blessés presque une qui histoire de reviennent pas. descente, d'une certaine manière. Mais C'est du le football Bayern pour n'était le pas symbole. bien. Le Bayern n'était pas bien. Ils virent Kovac. Ils mettent Hansi Flick. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont eu Kovac. Oui, mais à l'arrivée. Oui, mais à l'arrivée, le Bayern a quand même connu une saison compliquée. S'ils sont champions, je ne pense pas qu'ils crachent sur ce titre-là. En revanche, si Leipzig est champion pour la première fois de son histoire, ou si Dortmund leur enlève le titre, croyez-moi, ce sera un vrai événement sportif. Bon, eh ben, rendez-vous donc ce week-end pour ne pas manquer tous ces matchs de Bundesliga. Bon week-end alors, David Lortolari, vous avez du boulot, ça reprend là. Tout à fait, Annie. Et Xavier a raison, il faut surveiller le RB Leipzig parce qu'ils ont vraiment les crocs et ils se disent que c'est peut-être l'occasion d'avoir un premier titre et d'entrer dans l'histoire, effectivement. On sera tous attentifs ce week-end au football allemand puisque le championnat reprend avec quand même des belles affiches, en tout cas attrayantes. Et pour ceux qui ne pouvaient pas se passer de football, les drogués du football, eh bien, voilà leur drogue qui est de retour. Merci beaucoup, David Lortolari. À très bientôt. Merci. Adrien Rabiot à la une de la presse italienne. Et malheureusement, ce n'est pas véritablement pour un exploit sportif, malheureusement pour nous et malheureusement pour lui, sans doute, mais c'est pour de mauvaises raisons. L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui a rejoint Turin, vous vous en souvenez, l'été dernier, eh bien, il ne vient que de rentrer à Turin, à la Juve. C'était mercredi. Et il est arrivé bon dernier. En fait, les dirigeants Bianconeri avaient demandé à leurs joueurs, alors je dis demander, ce n'était pas une obligation, mais demander à tous les étrangers de rentrer parce que théoriquement, la date de reprise de l'entraînement collectif est fixée au 18 mai prochain. Et le problème, c'est que les étrangers, quand ils rentrent en Italie, en ce moment, ils sont en quarantaine, pas de 40 jours, mais une quatorzaine. Donc, et on a vu Cristiano Ronaldo revenir dès le 4 mai. Il est revenu en famille, d'ailleurs, à Turin, et c'était pour se préparer pour le championnat. Alors, on a cet exemple, on a eu aussi celui de Zlatan, qui est rentré, lui, à son club de Milan. Selon Matteo Cioffi, avec qui j'ai parlé avant cette émission, tous les étrangers sont rentrés, sauf Adrien Rabiot, qui était dans sa maison, pas très loin en plus, à Nice, mais qui préférait s'entraîner encore là. On dit aussi qu'il était, Hugo Moissonnier, il n'était pas très content, Adrien Rabiot, du traitement infligé par le club, et notamment qu'on ne les a pas payés parce que, crise oblige, on leur a supprimé des mois de salaire, et lui, il n'était pas très content de ça. Oui, c'est ce qui se dit dans certains médias italiens, mais c'est à prendre avec des pincettes. Et tout comme il faut rappeler, vous l'avez fait, Annie, que d'un point de vue, on va dire, juridique, il ne s'est pas mis en faute par rapport à son club. C'est plutôt l'esprit qui pêche dans cette histoire et l'image renvoyée qui pêche pour Adrien Rabiot. Et... Enfin, la Juve a sûrement fait passer un message à travers le journaliste de la Stampa, ça paraît clair. C'est fort probable et ça rappelle, même si les données étaient un peu différentes, ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain où là encore, d'un point de vue strictement juridique, il n'avait pas forcément grand-chose à se reprocher, Adrien Rabiot, mais il s'était quand même mis dans une situation intenable et c'est un peu ce qui est agaçant avec ce joueur, c'est qu'on a l'impression qu'il fait un petit peu tout pour se mettre dans des situations un peu inextricables où, in fine, il aura le mauvais rôle. On se souvient également de ce qu'il a pu faire en sélection nationale, son entrée en jeu plus que ratée contre la Bulgarie et derrière il nous déclare que il faisait froid et qu'il n'était pas chaud et que c'est pas simple. Derrière il refuse d'être suppléant, il me semble que c'était le terme à l'époque en équipe de France dans le cadre de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde 2018. Donc il se met au port de l'équipe de France. On se souvient de ce qu'il ne voulait pas jouer au poste de sentinelle lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Club qu'il a voulu quitter à la fin de son contrat, ce qui est son droit, mais alors du coup il s'est mis dans une situation où il a été écarté. C'est un peu l'histoire d'Adrien Rabiot, et le grand problème avec Adrien Rabiot, c'est que ses performances sportives ne justifient pas forcément qu'il se mette dans ce genre de situation. En tout cas, quand il se met dans ce genre de situation, il n'est pas en position de force. C'était le cas au Paris Saint-Germain, où finalement il n'a pas toujours été le joueur brillant qu'on a parfois pu entrevoir dans certains matchs.
notamment contre le Real ou contre Barcelone. Et c'est encore plus le cas à la Juve, où pour l'instant, le bilan est très mitigé, avec notamment des débuts ratés, avec du Oui, il n'a pas beaucoup joué au cours de la saison. Et ça allait mieux cet hiver. Et ça a rebaissé juste avant la coupure, hein, avec un mauvais match contre Lyon notamment. Exactement. Alors justement, Rémi, on peut peut-être se poser la question autour de ce joueur. On a l'impression qu'il répète d'une certaine manière ses erreurs, qu'elles soient condamnables ou pas, mais en tout cas la manière dont elles apparaissent. Est-ce qu'il est en train de s'aborder sa jeune carrière? Il a 25 ans, il était plutôt prometteur et maintenant on dit qu'il ferait le forcing et que d'ailleurs la Juventus voudrait se débarrasser de lui et qu'il aimerait partir rejoindre Ancelotti à Everton, qui pour l'instant n'est pas vraiment dans le top 6 des clubs anglais. Je crois que vous avez parlé d'ailleurs de Carlo Ancelotti, parce que c'est Carlo Ancelotti qui fait quand même qu'il monte en équipe première au niveau du Paris Saint-Germain. Et justement, sachez aussi que Carlo Ancelotti, à force de nous présenter souvent des gens comme étant des perles, ces gens finissent toujours par la poubelle. Rappelez-vous par exemple de Gourcuff. On nous avait présenté Gourcuff comme étant aussi, ayant été découvert par Ancelotti, qu'il faisait le zig, le zac, et on a même dit qu'il était le futur Pirlo, et après on a dit que c'était le futur Riquelme. Mais parlez-moi d'Adrien Rabiot. Maintenant, c'est pour vous dire, c'est lui aussi qui est venu avec, pour vous dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que lorsqu'on présente précocement quelqu'un comme étant déjà un modèle, comme étant le futur tel, alors qu'il n'a pas encore fait des preuves, c'est rapidement monté dans la cervelle au niveau d'Adrien Rabiot, qui s'est retrouvé là en équipe première, qui a été titularisé, qui a joué un match contre Barcelone, alors qu'il n'avait pas encore des côtes solides. Et du coup, il a commencé, après avoir eu ces galons-là, à dire au niveau du Paris Saint-Germain qu'il fallait déjà qu'il soit titulaire. Et il s'est cassé les dents. Maintenant, lorsque vous regardez le même parcours, vous quittez le Paris Saint-Germain pour aller où? Exactement en Série A. Oui. Et en plus, il quitte le Paris Saint-Germain sans avoir renouvelé son contrat, donc il quitte libre de droit. Donc le club qu'il a formé, déjà, il le trahit un peu. Et il se retrouve à Turin, on pense que c'est une promotion, et ça recommence pareil, Rémi. Ah oui, ça recommence pareil, parce que déjà, lorsqu'on essaie quand même de regarder qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il était le premier de l'ère Qatari à être présenté comme la tête d'affiche de la formation du TS. Oui. C'est-à-dire que c'est le premier qui signait un contrat professionnel. Mais malheureusement, comme on dit, toutes les fleurs ne donnent pas des fruits. Donc, aujourd'hui, Adrien Rabiot est justement ce qu'on peut appeler l'échec de ces perles qu'on nous présente comme Jérémy Ménez, qui lui aussi, en Ligue 1, avait vite signé son contrat professionnel à 16 ans, est parti échouer en Italie parce qu'on en a trop fait. C'est pour cela qu'il faut toujours donner la possibilité aux joueurs de pouvoir grandir, de pouvoir les prouver, que ce soit les Ben Arfa, que ce soit les Jérémy Ménez, que ce soit Adrien Rabiot, on se rend compte que c'est le même chemin de l'échec parce qu'on les a trop vite poussés, on a vite plus à mettre la couronne sur la tête des poussins. Mais Rémi, il a 25 ans quand même maintenant, hein, il est plus si jeune. Xavier Barret, est-ce que finalement Adrien Rabiot, c'est un sabordage un peu à la mode d'autres joueurs qui ont parfois été mal conseillés, qui ont parfois fait des mauvais choix? Est-ce que vous le faites rentrer dans ce cadre ou vous pensez que c'est des erreurs de jeunesse et qu'il peut encore se rattraper? Comme vous le dites très bien, Annie, il a 25 ans, donc c'est plus un jeune. Non, mais des erreurs derrière lui. Et sa carrière n'est pas encore terminée. Il peut encore se rattraper, même si elle n'a pas encore bien démarré. Oui, elle est un peu plombée. Non, moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, Leonardo nous en avait parlé très tôt au Paris Saint-Germain. Il avait misé sur lui, le club avait misé sur lui. Et donc, lui, il en a fait une affaire financière, effectivement, sur les conseils de sa maman. Et il n'a pas voulu devenir cette tête d'affiche du Paris Saint-Germain que les dirigeants parisiens espéraient. Il a préféré aller au bout de son contrat sans jouer et donc signer à la Juventus. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais choix. Il restait entre guillemets dans la légalité. Là, c'est pareil. On dit que c'est un échec cette première saison. Il ne faut pas oublier qu'il sort effectivement d'une saison parisienne où il n'a pratiquement pas joué, puisque à partir du moment où il ne voulait pas prolonger, on l'a mis de côté. Donc il arrive à la Juventus. Il a juste quand même le 5e salaire de Serie A quand même. Oui, parce qu'il arrivait libre. On n'a pas payé. La Juventus n'a pas payé d'indemnité de transfert pour lui. Non, je sais bien. Quand vous arrivez libre, vous pouvez négocier
vous pouvez négocier un salaire plus élevé puisque Oui, le mais club justifier dit… ça avec une bouderie et ne pas être content de Alors, participer à… Oui, pour après, conclure, effectivement, son Xavier. comportement dans cette affaire est effectivement difficile à suivre. Maintenant, là encore, vous l'avez expliqué, il n'est pas totalement en faute parce qu'il était à Nice, il était tout prêt, il était prêt à rentrer et on ne connaît toujours pas. Il y a d'autres joueurs qui ont argumenté de la même façon. On ne connaît toujours pas la date de reprise du championnat et on ne connaissait pas les dates de reprise des Non, entraînements. mais bien sûr que si. Donc, Cristiano je Ronaldo est pense rentré le qu'il 4 y a… mai. Il savait que l'entraînement reprendrait le 18, alors que là, lui, il ne pourra reprendre l'entraînement que le 28. Absolument, absolument. Donc effectivement, là, effectivement, ce comportement est répréhensible, mais bon, je me retrouve avocat de Rabiot qui n'a pas besoin de moi pour le défendre, mais je pense qu'on peut lui laisser un peu de temps, d'autant plus que cette première saison, il a joué 24 matchs de championnat sur 27. Oui, mais il n'a pas été toujours titulaire. 16 titularisations, Il a été sachant titulaire qu'en début de 16 saison, il fois. n'était pas dans le rythme. Juste pour terminer, Hugo, vous vouliez rajouter une petite chose? Oui, moi aussi, je voulais me faire, un peu malgré moi, l'avocat de Rabiot, participer à cette opération réhabilitation main dans la main avec Xavier Barré. Rappeler que, peut-être revenir sur un terme que vous avez utilisé, Annie, vous dites qu'il a trahi son club formateur. Bon, il est parti à la fin de son contrat, ce qui est quand même tout à fait son droit. Le PSG l'a mis de C'est côté, moral, hein. alors qu'il voulait simplement Vision est morale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le traitement que lui a fait subir le PSG, il est aussi extrêmement C'est vrai. discutable. D'autant, alors là, on s'aventure sur un terrain qui est toujours un peu compliqué à arpenter parce que c'est celui de la vie privée. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie privée, notamment des problèmes de santé de son père. Je crois qu'il a perdu également Oui. et son père et sa grand-mère au moment où ça a commencé à cafouiller sévère avec le Paris Saint-Germain. Donc, il ne faut pas non plus juger trop sévèrement quelqu'un dont on ne perçoit pas forcément toute la complexité. Sauf que malheureusement, le professionnalisme n'est pas toujours très regardant pour ce qui est des problèmes personnels. Et j'ai voulu parler avec Matteo Cioffi justement avant cette émission pour savoir si la Stampa avait un peu lancé ça en voulant accréditer une rumeur, mais apparemment, c'était extrêmement bien sourcé. Et donc, le problème de Rabiot, c'est qu'il est très certainement en délicatesse avec un club qui avait misé sur lui, on va dire. Peut-être pas l'entraîneur d'ailleurs, Tsali, qui l'a pas trop utilisé. Allez, on passe à autre chose, chers amis, et nous allons rendre hommage à un ancien joueur et sélectionneur du Cameroun disparu en début de semaine. C'était pour moi un homme merveilleux qui avait gardé de son passage de footballeur professionnel tout ce qui peut être positif. Il connaissait et le jeu et les hommes. Philippe était quelqu'un que les joueurs comprenaient, qui comprenait d'abord lui les joueurs et les joueurs se sentaient proches de lui. Il était très humble évidemment, mais il savait parler, il savait dire les choses, il avait bien observé le foot. Il était précis dans ce qu'il disait. Le titre nous tendait les bras. On avait une très très bonne équipe qui finalement n'a pas gagné la CAN de 92 sans avoir perdu un match. On n'a pas perdu, on a été éliminé au pénalty après en avoir raté un dans le match. Il voulait gagner en tant que sportif. Il voulait d'ailleurs tellement gagner et pensait tellement avoir l'équipe pour gagner que figurez-vous que pour le match pour la 3e place, il n'avait pas fait d'équipe, il n'a pas fait de composition. Moi, par exemple, il m'a dit « qu'est-ce que tu fais? C'est pas la peine que tu joues ce match. » Donc, on n'est pas là pour remplir des statistiques. Laisse Jacques, il n'a pas joué. Bon, ben, il va jouer. Puis aux autres, qui veut jouer, ce n'était pas « je vous impose, on veut absolument gagner ». Nigeria have claimed third place. For the second successive game, Cameroon have missed a penalty and gone on to lose the match. Pour lui, on n'a pas gagné. Le match pour la 3e place, ceux qui veulent se faire plaisir vont entrer et jouer. Amusez-vous, mais bon, si on ne finit pas premier, finir 3e ne l'intéressait pas particulièrement. Je pense que Philippe était vraiment un type bien.
Joseph-Antoine Bell, dont le témoignage a été recueilli par Éric Chorin pour RFI. Philippe Redon avait donc 69 ans et avant d'être sélectionneur du Cameroun, il avait été aussi d'ailleurs un sélectionneur du Libéria en l'an 2000. Philippe Redon avait été footballeur professionnel, ce dont il se rappelait, comme nous dit Joseph-Antoine Bell. Il avait été attaquant à Rennes, au PSG, à Bordeaux. Il était aussi pharmacien de profession, ce qui lui donnait un peu cette image d'intello du football, parce que c'était par ailleurs un passionné de tactique du jeu. Rémi, il avait emmené donc les Lions indomptables en 1992, il a été sélectionneur 2 ans, il les avait emmenés jusqu'en demi-finale de la CAN. Finalement, ils étaient tombés sans perdre face à la Côte d'Ivoire au tir au but. Qu'est-ce que vous gardez, lui, de l'image de ce Philippe Redon et de son passage à la tête des Lions indomptables? On peut dire que Philippe Redon a quand même montré cet exemple d'un entraîneur qui avait créé une véritable famille autour de lui. Ce n'était pas l'entraîneur qui avait le père fouettard. Ce n'était pas ça. Parce que déjà, quand vous voyez Bell quand même, qui a une tête grillée des Lions indomptables, rendre hommage comme ça, cela veut dire que déjà, même mentalement, il avait réussi à prendre à la fois les 2 têtes d'affiche des Lions indomptables qui étaient très difficiles parfois à prendre, c'est-à-dire que à la fois Roger Mila et Bell. Mais sauf que Roger Mila n'était pas revenu. Et au-delà de ça quand même, on a vu que lorsque Philippe Redon, effectivement en 92, pendant cette CAN-là, il a fait de très belles prestations. Le Zaïre, à l'époque, était une très belle équipe. Il faut savoir qu'il a rencontré, comment est-ce qu'il arrive au Cameroun? C'est Paul Biya qui est contacté, enfin qui contacte justement Claude Leroy, qui était presque le conseiller du président de la République. Donc c'est Claude Leroy qui demande plutôt à Paul Biya de faire signer Philippe Redon. C'est comme ça que Philippe Redon arrive au niveau de la sélection des Lions indomptables. Et il va rencontrer qui? À la CAN, il va rencontrer son mentor, c'est-à-dire Claude Leroy. Et il va éliminer Claude Leroy, c'est-à-dire que avec le Sénégal, l'élève qui bat son professeur, c'est ce qui est passé. Donc, dans cette optique, il espérait laisser des bons souvenirs. Cette équipe du Sénégal pouvait déjà donner le boulevard aux Lions indomptables d'aller jusqu'à la finale parce qu'on ne voyait plus qui pouvait stopper cet élan-là. Mais malheureusement, les Lions indomptables ont été sortis par, je crois, la Côte d'Ivoire. Ont été sortis par la Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup mal, non seulement au Cameroun, mais également à Philippe Redon lui-même, qui d'ailleurs au match de classement avait décidé que ce soit juste des volontaires qui jouent ce match-là parce qu'ils ne voulaient pas ça. C'était un vainqueur. Oui. C'était quelqu'un qui était fier d'aller jusqu'au bout. Il était perfectionniste. Mais malheureusement, ce genre d'entraîneur, le Cameroun ne connaît pas les garder. On préfère toujours faire venir des gens aujourd'hui qui n'ont pas non seulement le charisme, qui ne s'entendent pas avec des joueurs, qui viennent comme des faire-valoir et qui viennent juste pour essayer de partager de l'argent avec de la fédération, ce qui n'a pas été le cas avec Philippe Redon. Donc, hommage, un grand hommage et félicitations et un bon au revoir pour le Cameroun, pour cet entraîneur qui restera dans notre histoire, même s'il n'a pas remporté avec les Lions indomptables un titre digne de ce nom. Justement, Joseph-Antoine Bell, dans le témoignage assez long qu'il donne à Éric Chorin, avoue que cet entraîneur avait prôné la gestion participative. Il faisait confiance à ses joueurs et malheureusement, l'avant-veille du match contre la Côte d'Ivoire, eh bien, les joueurs sont sortis, ils ont fait la fête, pas Joe, mais les autres. Et du coup, malheureusement, Joseph, il dit, je comprends pourquoi on avait raté un penalty dans le match, pourquoi on avait l'air fatigué. Il pensait que c'était parce qu'ils avaient joué peu de temps avant, mais malheureusement, il y avait eu quelques libertés prises par des joueurs de l'effectif. Merci beaucoup, Rémi, pour votre avis sur ce personnage qui a donc compté beaucoup dans la sélection camerounaise. Les amis, nous passons à nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire.
Radio Foot prend la main aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est au nom du préfet Hugo Moissonnier, donc je vais prendre la main. C'est un carton qui se veut à la fois vert, mais qui se veut aussi albi-célesté, et je suis sûre que vous avez deviné déjà de quoi je vais vous parler. Un carton bleu ciel pour El Trinche, ce fameux footballeur argentin qui s'appelait Tomás Felipe Karlovich, qui est mort il y a 8 jours après un accident de vélo dans la ville de Rosario. Il avait 74 ans. Ce qui est amusant surtout, certains ont découvert son histoire, mais en Argentine, il y a toute une légende qui est créée autour de ce joueur, et je vous conseille d'aller voir dans les archives, sur Internet, tout ce qu'on a pu écrire autour de ce joueur qui n'a jamais voulu, on peut dire ça, se soumettre à la loi du football professionnel, qui a préféré être un hédoniste, qui a préféré être un amoureux du jeu, qui fascinait, paraît-il, Marcelo Bielsa, Menotti, Pekerman, tous les grands entraîneurs argentins, et qui a préféré jouer dans des petits clubs, et notamment le fameux Córdoba Central. Et d'ailleurs, autour du stade, il a déjà été décidé qu'une des rues portera le nom de Tomás Felipe Karlovich, dit El Trinche. Il avait un style absolument magique, à tel point que Maradona l'avait vu récemment au cours du championnat. Il lui avait remis un maillot et dessus, il était écrit « À celui qui fut meilleur que moi ». Comme quoi, Maradona, parfois, peut avoir des gestes surprenants. À vous, vos cartons. Xavier Barret. Puisque vous êtes dans les anciens, je vais attribuer un carton vert à un ancien, mais un ancien qui est encore de ce monde, heureusement, et qui joue et qui a même marqué pour la première journée du championnat de Corée, pour la reprise. Et c'est un joueur qu'on avait aperçu en France lors de la Coupe du Monde 1998 avec la sélection coréenne. Il avait 19 ans à l'époque. Il en a aujourd'hui 41 ans, et il a marqué l'unique but du match d'ouverture pour les Jeonbuk Motors Hyundai contre le Samsung Blue Wings Suwon. Vous savez qu'en Corée, c'est les grands groupes industriels qui détiennent les clubs, donc forcément, il y a des noms de marques connues qui sont associés au nom des clubs. Et donc, Lee Dong-guk, à 41 ans, a marqué un but. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir qu'à cet âge-là, il a su rester compétitif pendant tout ce temps-là. Je sens que Xavier Barret va se spécialiser dans le football sud-coréen dans nos prochains Radio Foot. Hugo Moissonnier, votre carton? Alors, mon carton, il est vert, comme mon stylo. Il est adressé à un temps, à une compétition que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'elle va justement fêter ses 20 ans dans un mois. Nous n'aurons pas d'Euro 2020 cet été, mais nous avons eu un Euro 2000, il y a donc presque 20 ans. Et contrairement à Xavier Barret, je n'attends pas forcément avec impatience des matchs à huis clos. Et pour combler mon besoin de football, je me replonge dans les matchs du passé, et je me suis replongé dans cette Euro 2000 dont on fête l'anniversaire, qui a été probablement la plus belle compétition internationale de l'histoire du football moderne. Je ne dis pas ça parce que la France l'a remporté au terme d'un scénario que rocambolesque, mais tout simplement parce que le plateau était très relevé, les équipes étaient très belles, beaucoup de très bons joueurs bien répartis dans beaucoup d'équipes, beaucoup de matchs spectaculaires sur les pelouses belges et néerlandaises. C'était une co-organisation. Et sans les joueurs sud-américains, sans les Argentins et sans les Brésiliens qui, à l'époque, pouvaient se targuer d'avoir de très belles équipes, de très